Ma famille a saboté mes projets de vacances. Pour ma sœur chérie et ses enfants. Mais cette fois, j'avais mon propre plan d'évasion secret. Reddit, j'ai besoin de prendre du recul sur cette situation. J'ai besoin de conseils concernant mon problème familial. Qui s'est accumulé pendant des décennies. Mais c'est une longue histoire. Bien que j'ai grandi dans ce qui semblait être une famille typique de banlieue du Massachusetts, j'ai toujours eu du mal avec cette dynamique particulière. J'ai 35 ans, et la préférée de la famille a toujours été ma sœur aînée, Kate, 42 ans. Notre maison a toujours été un véritable monument à la gloire de Kate depuis que je me souvienne. Chaque mur était orné de ses réussites, et chaque conversation tournait autour de sa vie. Je me rappelle encore très clairement que mes parents étaient tellement occupés à préparer les entretiens universitaires de Kate qu'ils n'ont même pas eu le temps d'acheter un gâteau pour mon 10e anniversaire. Ils ont même essayé de me faire passer le gâteau de remise de diplôme de Kate, qui portait encore son nom, pour mon gâteau d'anniversaire. En grandissant, les réussites de Kate ont éclipsé chaque événement important de ma vie. Quand j'étais au collège, j'avais décroché une place au tableau d'honneur, mais mes parents étaient trop préoccupés par la récente sélection de Kate dans l'équipe de débat pour vraiment le remarquer. Lorsque j'ai remporté un concours de peinture locale au lycée, mes parents n'ont pas pu assister à la cérémonie parce que Kate devait visiter un campus universitaire ce jour-là. J'ai vite compris que partager mes réussites ne m'apporterait guère plus qu'un rapide « c'est bien, ma chérie », avant que la conversation ne revienne immédiatement sur Kate. Alors j'ai appris à célébrer mes réussites seule, dans ma chambre. Même nos biens matériels révélaient clairement les priorités de notre famille, les dernières technologies, des vêtements à la mode, et tout ce dont Kate avait besoin pour ses nombreuses activités extrascolaires se trouvait toujours dans sa chambre. En revanche, ma chambre était remplie d'affaires récupérées. Lorsque j'ai manifesté de l'intérêt pour prendre des cours de musique, j'ai dû me contenter du vieux violon abandonné de Kate, de ses anciens vêtements et de ses fournitures scolaires usagées. J'ai eu beaucoup de mal à jouer du violon car il était trop grand pour moi. Lorsque j'ai demandé un violon à ma taille, ma mère a répondu. On a déjà dépensé tellement pour les cours de piano de Kate cette année. Cette tendance a perduré tout au long de mes années de lycée. Pendant que Kate bénéficiait de cours particuliers pour préparer ses examens SAT, je devais me contenter de livres empruntés à la bibliothèque pour étudier. Mes parents ont même contracté un prêt pour lui acheter une voiture pour l'université. Quant à moi, on m'a conseillé de prendre le bus lorsque j'avais besoin de me déplacer. Les besoins et les désirs de Kate étaient au cœur de chaque décision financière, chaque discussion familiale et chaque préparation de fête. Les choses sont devenues encore plus difficiles pendant mes années à l'université. Avec le soutien total de nos parents, Kate avait obtenu son diplôme dans une université renommée. Mais lorsque mon tour est venu, mes parents n'ont accepté de payer que la moitié des frais de scolarité dans une université publique. On rembourse encore les prêts étudiants de Kate, m'ont-ils expliqué. Il va falloir que tu trouves le reste par toi-même. Pour joindre les deux bouts, j'ai dû travailler à 2 emplois à temps partiel tout en étudiant, m'endormant souvent sur mes livres. Pendant ce temps, Kate commençait sa carrière dans un poste que nos parents lui avaient obtenu grâce à leur relation. 7 ans plus tard, Kate s'est mariée, et tout a changé, ou plutôt, les choses ont empiré. Pendant une année entière, l'attention de toute la famille s'est concentrée sur son mariage. Pour ce mariage de rêve, qui comprenait une robe de créateur, un lieu somptueux et une liste d'invités de plus de 300 personnes, mes parents ont contracté un autre prêt, malgré leurs inquiétudes concernant les remboursements. Je me souviens très bien les avoir entendus discuter un soir dans la cuisine, insistant sur le fait que rien n'est trop beau pour le jour spécial de Kate. Et bien sûr, était-il seulement envisageable que quelqu'un d'autre que moi soit sa demoiselle d'honneur, je devais organiser les douches nuptiales, planifier une somptueuse fête de célibataire et gérer tous les petits imprévus qui pourraient survenir. Lorsque j'ai exprimé à quel point j'étais stressée en jonglant entre ces obligations et mon travail à temps plein, ma mère m'a dit : « Ne sois pas égoïste, Elisabeth. C'est un moment spécial pour ta sœur. » Puis sont arrivés les jumeaux. Nos parents étaient aux anges lorsque Kate a annoncé qu'elle attendait des jumeaux. Bien qu'ils remboursaient encore le prêt du mariage, ils ont contribué à l'acompte pour l'achat d'une maison près de chez eux. Je les ai vus puiser dans leur épargne retraite cet argent qu'ils avaient pourtant affirmé ne pas pouvoir toucher lorsque j'avais demandé de l'aide pour mes frais universitaires. Mais le jour où ils ont signé les documents pour la maison, ils ont justifié leur décision en disant : « C'est différent, cette fois c'est pour nos petits-enfants. » Et qui est devenue la baby-sitter attitrée, à votre avis ? Oui, c'était moi.
Au début, ce n'était que du babysitting occasionnel. La demande Elisabeth, tu pourrais garder les garçons quelques heures, est vite devenue une routine hebdomadaire, puis s'est prolongée jusque dans les soirées chaque fois qu'ils avaient un rendez-vous ou autre chose à faire. Mes parents soutenaient totalement cet arrangement, affirmant que c'est ce que fait une famille. Kate et son mari Jacques, 43 ans, ont simplement supposé que je serais toujours disponible pour les aider. Chaque fois que j'essayais d'exprimer mon mécontentement, on me répondait par des remarques culpabilisantes. Même si j'adore mes neveux, qui sont désormais de turbulents garçons de 7 ans, je suis épuisée. Le schéma est toujours le même, chaque week-end, Kate débarque à l'improviste avec eux, prétextant qu'elle a besoin de temps pour elle ou qu'elle doit faire des courses indispensables. Pendant ce temps, les garçons transforment mon petit appartement en champ de bataille. Et bien sûr, lorsque j'ose protester, Kate se met à pleurer en expliquant à quel point elle est dépassée. Lorsque j'ai essayé de poser des limites ou de demander à être prévenue à l'avance, mes parents m'ont critiqué en disant que je n'étais pas assez solidaire. J'ai travaillé énormément d'heures supplémentaires pour me faire une place dans l'industrie du marketing. Récemment, j'ai reçu une proposition de promotion qui impliquait des horaires plus chargés et davantage de déplacements. Ma mère a réagi en disant : « Mais les jumeaux ? Ta sœur a besoin de toi ici. » Kate a ajouté : « Tu ne peux pas accepter ce poste, Elisabeth. Qui va m'aider avec les garçons ? » Lorsque j'ai abordé ce sujet lors d'un dîner familial, espérant recevoir quelques félicitations, il m'a semblé que mon temps, ma carrière et ma vie étaient totalement insignifiants. Mon père a simplement déclaré : « La famille doit passer en premier, Elisabeth. » Et ma mère a répondu, comme toujours : « Ta sœur a 2 enfants à s'occuper, tu ne sais pas ce que c'est qu'être vraiment fatiguée. » Quand j'ai essayé d'expliquer à quel point j'étais dépassée par la situation, Kate m'a accusée d'être jalouse de sa vie et de ses enfants. Elle a répondu : « Tu es juste amère parce que tu es toujours célibataire. » Comme si mon statut marital était le seul facteur déterminant ma valeur en tant que personne. Après un week-end particulièrement épuisant avec les jumeaux, j'ai décidé de m'offrir enfin des vacances à la plage le mois dernier. Ce week-end-là, ils avaient réussi à endommager mon ordinateur portable et à laisser des traces permanentes sur mon canapé. Je savais que j'avais besoin de prendre du recul. J'ai trouvé une petite station balnéaire modeste en Floride, parfaite pour une retraite paisible. Mais lorsque j'ai mentionné ce projet lors de notre dîner familial hebdomadaire, les yeux de ma mère se sont illuminés. « Oh, c'est parfait. On devrait tous y aller ensemble. » Les jumeaux adoreraient la plage. Avant que je ne puisse protester, Kate avait déjà commencé à organiser des activités. Elle a annoncé : « Tu pourras emmener les garçons nager pendant que Jacques et moi aurons un peu de temps pour nous. » Comme si mon voyage allait naturellement se transformer en une occasion supplémentaire pour moi de m'occuper des jumeaux, en échange de mon aide. Bien sûr, mes parents ont même proposé de surclasser ma réservation dans une station balnéaire plus luxueuse où ils séjourneraient tous, ignorant complètement le fait que c'était censé être mes vacances. Ils ont commencé à organiser des activités et des sorties centrées sur ce que les jumeaux aimeraient faire. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai réservé une autre station balnéaire, située sur une petite île paisible. J'ai gardé ce changement de plan secret pour tout le monde. Discrètement, j'ai commencé à me préparer, j'ai posé mes jours de congé, fait mes bagages en cachette et veillé à ce que mon fonds d'urgence soit prêt en cas de besoin. Même si je sais que c'est malhonnête, je n'en pouvais tout simplement plus. À l'aéroport, ils seront séparés de moi. Pendant qu'ils prendront leur vol pour la Floride, je monterai à bord d'un autre avion, direction ma propre destination. J'ai désactivé le partage de localisation et je suis prête pour les critiques inévitables. Oui, je sais qu'il y aura du drame. Oui, je sais qu'ils seront en colère. Mais cette fois-ci, je veux me donner la priorité. Pour la première fois de ma vie. Pendant 35 ans, j'ai été la sœur dévouée, la fille parfaite et la tante toujours disponible. Pour répondre aux attentes de ma famille, j'ai sacrifié ma vie sociale, mes week-ends et mes propres besoins. J'ai passé tant de temps à garder les enfants que j'ai manqué des occasions de rencontre. J'ai refusé des promotions qui auraient pu perturber les plans de ma famille afin d'être toujours là quand ils avaient besoin de moi. J'ai mis ma vie personnelle entre parenthèses. Et maintenant, je fuis toute une vie passée à être exploitée, pas seulement des vacances. J'ai l'intention de profiter de cette occasion comme d'un tournant décisif, poser des limites claires avec ma famille et peut-être même prendre des vacances complètes d'eux.
Je suis fatiguée de toujours faire des sacrifices, d'être le pilier de soutien de la famille et d'être constamment l'option de secours fiable. Reddit, que devrais-je faire? Est-ce que j'exagère? Est-ce légitime de vouloir autre chose pour moi-même? Ou devrais-je simplement suivre leur plan et accepter ma place dans la famille? Je vous remercie tous pour votre aide et vos précieux conseils. Depuis mon dernier message, beaucoup de choses se sont passées, et je tiens à vous expliquer comment cela s'est terminé. Bien que tout se soit déroulé comme prévu, la journée à l'aéroport a été plus éprouvante émotionnellement que je ne l'avais imaginé. J'avais volontairement choisi un comptoir d'enregistrement différent, éloigné de celui où se trouvait ma famille. Je suis arrivée tôt et je les ai observés à travers les parois vitrées du terminal. Jacques vérifiait les détails de leur réservation. Mes parents avaient l'air excités. Kate gérait les jumeaux tout en trimballant des bagages. En silence, je suis passée par la sécurité pour embarquer sur mon propre vol, juste au moment où ils se dirigeaient vers leur comptoir d'enregistrement. Dès qu'ils ont réalisé que je n'étais pas à leur porte d'embarquement, mon téléphone s'est mis à vibrer. Les premiers messages, déconcertés, disaient simplement « Où es-tu? Nous sommes à la porte B12. » Puis vinrent les messages inquiets. « Comment vas-tu, Elisabeth? Est-ce que quelque chose s'est passé? » Et enfin, les messages en colère. « Comment as-tu pu nous faire ça? » Les garçons pleuraient, et juste avant d'embarquer dans mon avion, j'ai éteint mon téléphone. J'ai ressenti une étrange fusion de liberté et de remords pour la première fois depuis des années. J'avais vécu avec cette culpabilité pendant la majeure partie de ma vie. Mais cette fois-ci, la liberté. C'était grisant, et c'était nouveau. La destination touristique bondée où ils se rendaient n'avait rien à voir avec la petite île tranquille où se trouvait ma station balnéaire. Des années de tension se sont évaporées dès que j'ai posé le pied sur la plage. Pas de jumeaux à garder, pas de problèmes familiaux à gérer, pas d'horaire à respecter. Juste l'océan, moi, et une totale liberté. En vérité, les 2 premiers jours ont été difficiles. Je me surprenais à penser, les jumeaux doivent être en train de déjeuner maintenant. Ou c'est normalement à cette heure-là que Kate aurait besoin d'aide pour les coucher. Je continuais à vérifier l'heure, comme si j'étais encore prise dans cette routine. Il est difficile de briser des décennies de conditionnement. Mais quelque chose a changé le 3e jour. J'ai décidé d'essayer des choses que j'avais toujours voulu faire, mais auxquelles je n'avais jamais eu le temps de me consacrer. J'ai adoré chaque instant de mon cours de surf, à la fois maladroit et amusant. Je me suis liée d'amitié avec un groupe de voyageurs solitaires lors d'un cours de yoga sur la plage. J'ai même eu un dîner improvisé avec un homme fascinant que j'ai rencontré au café de la station balnéaire un soir. Même si ce n'était qu'un simple repas sans prétention, cela m'a rappelé que je pouvais mener une vie indépendante de ma famille. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone après 5 jours, c'était là le véritable test. Il y avait des dizaines de messages vocaux, plus de 300 SMS et 147 appels manqués. Ma mère avait même appelé mon lieu de travail pour signaler une urgence familiale. Heureusement, j'avais déjà prévenu mon responsable que je prendrais des vacances. On m'a même fait écouter quelques messages vocaux, le ton de ma mère est passé de l'inquiétude à la colère, puis à la manipulation. « Elisabeth, comment as-tu pu abandonner ta famille de cette façon? Les jumeaux sont inconsolables. Est-ce ainsi que nous t'avons élevé? » Mais le pire venait des messages de Kate. « Tu as tout gâché. » Les garçons ne cessent de demander tante Lizzie. Je n'arrive pas à gérer les réunions seule, alors Jacques a dû les écourter. Cependant, un message particulier m'a touché différemment. C'était mon père qui l'avait envoyé, et pour une fois, il semblait incertain. « Elisabeth, s'il te plaît, fais-nous savoir que tu es en sécurité. Même si je ne comprends pas ce qui se passe. » Je ne l'avais jamais entendu me parler sans défendre immédiatement Kate ou sans me pousser à en faire plus auparavant. J'ai envoyé un seul message dans notre discussion de groupe familial. Je passe de très bonnes vacances et je suis en sécurité. Je vous contacterai à mon retour. S'il vous plaît, laissez-moi de l'espace. Puis j'ai coupé la conversation et suis retournée à mon propre dialogue intérieur. Les 5 jours suivants ont changé ma vie. Au lieu de lire des histoires du soir aux jumeaux, j'ai lu 3 romans pour moi-même. J'ai discuté avec d'autres clients de l'hôtel sans être interrompu. Chaque soir, au lieu de me précipiter chez moi pour aider avec les bains et le coucher, j'ai regardé le coucher du soleil. Pour la première fois, j'ai commencé à digérer des années d'émotions refoulées. J'ai même commencé à tenir un journal.
Hier soir, j'ai dîné dans un petit restaurant au bord de la plage. Lorsque la serveuse âgée a remarqué que j'étais seule, elle m'a demandé si j'étais satisfaite de cette solitude. Elle m'a ensuite dit quelque chose qui m'est resté en tête après que je lui ai brièvement expliqué ma situation. La famille, c'est essentiel, ma chérie, mais pas au détriment de ton propre bien-être. Se mettre en priorité, c'est parfois l'acte le plus courageux que tu puisses accomplir. À mon retour, je n'ai pas rentré directement chez moi. Pour me donner le temps de me préparer à l'inévitable confrontation, j'avais réservé une chambre d'hôtel pour 2 nuits. Pendant cette période, j'ai mis à jour les contacts d'urgence liés à mon travail, changé les serrures de mes portes et, surtout, j'ai mis mes limites par écrit. Par accident, j'ai aimé une publication d'un collègue sur les réseaux sociaux, ce qui a permis à ma famille de découvrir que j'étais rentrée. Ma mère et Kate sont arrivés à mon immeuble en quelques heures à peine, n'arrêtant pas d'appuyer sur mon interphone. De l'autre côté de la rue, je les observais depuis la fenêtre de ma chambre d'hôtel, me sentant étrangement détachée de leur spectacle dramatique. Demain, je vais les affronter dans un café neutre, pas chez moi. Je sais que ce ne sera pas facile, mais j'ai préparé ce que je voulais dire. Rien que d'y penser, mes mains tremblent. Mais pour la première fois de ma vie, je choisis moi-même. Et je sais que je prends la bonne décision, malgré l'inquiétude, la culpabilité et le drame qui en découleront sans aucun doute. Je vous donnerai une autre mise à jour après ma discussion avec ma famille. Comme prévu, ma famille et moi nous sommes retrouvés dans le café, et la confrontation a été encore plus houleuse que je ne l'avais imaginé. Voici ce qui s'est passé, la rencontre au café a commencé plutôt poliment. Je suis arrivée en avance et je me suis assise à une table dans un coin, d'où je pouvais voir la porte d'entrée et la sortie de secours, une habitude que j'avais développée après des années à anticiper les drames familiaux. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir ma tasse de café. Mes parents, Kate et, à ma surprise, Jacques sont tous arrivés ensemble. J'étais soulagée de voir qu'il n'y avait pas les jumeaux. Avant qu'ils ne commencent leur discours préparé, j'ai levé la main et dit ce que j'avais répété à l'avance. Je suis en train de poser des limites, et elles ne sont pas négociables. Les 2 heures qui ont suivi ont été une véritable démonstration de manipulation émotionnelle. Kate a commencé à pleurer en expliquant à quel point mon absence avait traumatisé les jumeaux. Ma mère a tenté de me culpabiliser. Après tout ce que nous avons fait pour toi. De façon inattendue, Jacques a tenté de jouer les médiateurs en proposant un compromis, que je ne vois les enfants qu'un week-end sur 2. La plupart du temps, mon père est resté silencieux et mal à l'aise. Le moment décisif est venu lorsque Kate a déclaré « Tu es égoïste. La famille, c'est faire des sacrifices. » À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Avec calme mais fermeté, j'ai répondu « Oui, la famille, c'est faire des sacrifices, mais c'est censé aller dans les 2 sens. Quand est-ce que l'un d'entre vous a fait le moindre sacrifice pour moi ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. Pour la première fois, j'ai tout révélé. Les années passées à être reléguées au second plan derrière Kate. Le traitement financier injuste. Et cette idée persistante que ma vie et mon temps n'avaient jamais autant de valeur que les leurs. Je leur ai ensuite montré mon calendrier de l'année précédente, avec chaque week-end consacré au babysitting et chaque fête organisée en fonction de leurs besoins. Ma mère a tenté de m'interrompre. Mais c'est ce que font les tantes. À ce moment-là, j'ai répondu quelque chose que je n'avais jamais osé dire auparavant. Non, c'est ce que font les babysitters payés. Et Kate, si tu as autant besoin d'aide, peut-être qu'il est temps d'en engager une. À partir de là, la discussion a pris un tout autre tournant. Ma mère a suivi Kate qui s'est précipitée hors du café, visiblement en colère. Fait surprenant, Jacques est resté, et a reconnu qu'ils avaient exploité ma disponibilité. Après être resté silencieux un moment, mon père a finalement dit « Nous n'avons jamais voulu te faire ressentir ça. C'était quelque chose, mais ce n'était pas des excuses. » J'ai mis mon plan à exécution. Quand ils sont partis, j'ai déménagé dans un autre quartier de la ville et trouvé un nouvel appartement. Bien qu'il soit plus petit que mon ancien logement, il se trouve dans un immeuble sécurisé avec un gardien à qui j'ai expliqué ma situation. Seul mon lieu de travail et un petit cercle d'amis proches connaissent désormais mon nouveau numéro de téléphone. La partie la plus difficile a été de reconstruire ma vie à partir de rien, pas le déménagement ni les préparatifs, mais plutôt le fait de repartir de zéro. Je n'avais pas vraiment de loisirs ni de véritables amis proches, car j'avais passé des années à toujours être là pour ma famille. J'ai commencé petit à petit,
je me suis inscrite à des cours de poterie, j'ai rejoint un club de lecture local et j'ai accepté des invitations à dîner avec des collègues que j'avais toujours déclinées auparavant. Ce premier week-end de véritable liberté était étrange. J'ai fait des choses qui me paraissaient autrefois impensables. Veiller tard. Aller à un marché fermier. Passer des heures à flâner dans une librairie. Pas de texto urgent de Kate. Pas d'appel culpabilisant de ma mère. Pas de demande de babysitting de dernière minute. La réaction de ma famille face à mon déménagement a été dure, mais prévisible. Quand ma mère a tenté de me joindre via le standard de mon entreprise, elle a appris que mon nouveau travail n'autorisait pas les appels personnels pendant les heures de bureau. Un jour, Kate est même venue à mon bureau, mais la sécurité avait été prévenue à l'avance. Elle m'a ensuite écrit une lettre en larmes, m'accusant d'avoir détruit notre famille. La véritable surprise est venue de Jacques. Il m'a envoyé un email pour s'excuser de son rôle dans cette situation. Au début, Kate s'est opposée à ce que Jacques emmène les jumeaux à des sorties le week-end, mais elle a fini par l'accepter. C'est un changement mineur, mais important. Mes parents, en revanche, ont beaucoup de mal à s'y faire. Mon père envoie parfois des textos, généralement dans une tentative maladroite de lancer une conversation. Ma mère, elle, oscille entre des accès de colère et un silence glacial. La semaine dernière, elle m'a laissé un message vocal disant : « Quand tu en auras fini avec cette rébellion, nous t'accueillerons à bras ouverts. » Ce n'est qu'une phase. Mais ce n'est pas une phase, et elle ne comprend pas. Ma nouvelle réalité, c'est celle-ci. Sans les interruptions régulières de ma famille, mon travail s'est nettement amélioré. Je suis plus productive et plus concentrée. Après avoir remarqué ce changement, mon responsable m'a confié la gestion d'un projet important, une première pour moi depuis des années. Je sors aussi avec des gens de temps en temps, mais je prends mon temps. Le plus grand changement s'est produit à l'intérieur de moi. Cette angoisse de fond, omniprésente depuis des années, a enfin disparu. J'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement, j'ai amélioré mon alimentation et je dors mieux. D'après ma thérapeute, oui, j'ai enfin commencé une thérapie, je suis en train de me remettre de ce qu'elle appelle le syndrome du stress familial chronique. Le week-end dernier, les jumeaux m'ont envoyé un cadeau contenant des petits mots faits à la main, exprimant à quel point je leur manquais. Bien que cela ait été doux amer, je suis restée ferme. Je leur ai soigneusement écrit une lettre pour leur dire que, même si je les aime beaucoup, j'ai besoin de temps pour prendre soin de moi. Je devais l'écrire, même si je sais que Kate est peu susceptible de leur lire ma lettre. Il y a une légèreté en toi, maintenant. Tu sembles avoir rajeuni de plusieurs années. C'est ce qu'un ancien ami m'a récemment fait remarquer. Quand je l'ai croisée hier, elle avait raison. Je me sens plus légère. Malgré les textos en colère, les tentatives de manipulation émotionnelle et cette culpabilité qui refait parfois surface, je me sens plus libre. L'amour familial ne devrait pas ressembler à une peine de prison. Je découvre enfin que le respect de l'espace personnel, la reconnaissance de ses propres besoins et l'entraide réciproque et non les sacrifices unilatéraux sont les véritables composantes de l'amour authentique. Mon nouvel appartement aura un mois la semaine prochaine. Pour la toute première fois, j'ose organiser une petite pendaison de crémaillère. Seuls quelques amis du cours de poterie, du club de lecture et du travail seront présents. Pas d'attente, pas de drame, pas de famille, juste des personnes qui m'apprécient pour ce que je suis. Je posterai bientôt une nouvelle mise à jour. Je suis reconnaissante envers Reddit pour m'avoir donné le courage de changer de vie. Ces 3 derniers mois ont été bouleversants, et je veux vous raconter comment tout cela s'est finalement assemblé. La confrontation que je redoutais et anticipais est finalement arrivée la semaine dernière. Contre toute attente, c'est mon père qui est venu à mon lieu de travail. Sa démarche était différente des manipulations émotionnelles de Kate ou des tentatives frénétiques de ma mère. Lorsqu'il m'a demandé si nous pouvions déjeuner ensemble, il était calme, presque résigné. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant tranquille près de mon bureau. Pour la première fois de ma vie, il m'a vraiment vue comme sa fille, et non comme la sœur de Kate ou la solution de secours de la famille. Il m'a dit, d'un ton surpris : « Tu as l'air en forme, plus heureuse. » Le fait qu'il n'ait pas remarqué mon mal-être pendant des années pesait lourdement sur nous deux, et ce silence a plané entre nous. Puis il m'a expliqué que la famille lui avait présenté une proposition. Ils étaient prêts à faire des concessions si j'acceptais de reprendre ma place dans la famille. Je pourrais avoir un week-end sur 2 pour moi.
Il a même ajouté qu'ils étaient prêts à me payer pour le temps passé avec les jumeaux, comme si gagner de l'argent grâce à cet engagement le rendrait plus attractif. C'est là que j'ai compris qu'il ne comprenait toujours pas. Alors que je le regardais à travers la table, j'ai réalisé, il ne considérait pas mon indépendance comme un droit fondamental, mais plutôt comme une monnaie d'échange. Papa, ai-je répondu, je ne négocie pas ma liberté. Je la vis. La conversation qui a suivi a été la plus honnête que j'ai jamais eue avec mon père. Je lui ai expliqué à quel point leur attention constante portée à Kate m'avait affectée, autant émotionnellement que concrètement. Je lui ai raconté les souvenirs qu'il avait oubliés ou qu'il n'avait jamais remarqués, des rêves ignorés, des réussites passées sous silence et des anniversaires négligés. Sa réaction m'a surprise. Il est resté longtemps silencieux, sans chercher à défendre leur choix comme il l'avait toujours fait. Finalement, il a dit. On pensait faire ce qui était le mieux pour la famille. On n'a jamais vu à quel point on te blessait. Même si ce n'était pas tout à fait des excuses, c'était la première fois que je me sentais enfin reconnue. Lorsqu'il m'a demandé comment se déroulait ma nouvelle vie, c'était là le véritable tournant. Pour la première fois, il a écouté avec attention pendant que je lui racontais mes cours de poterie, ma promotion au travail et les nouvelles amitiés que j'avais nouées. Ce n'était pas parfait, mais je lui ai même montré des photos d'un vase que j'avais réalisé. Ce qui m'a le plus étonné, c'est ce qu'il a dit ensuite. On dirait que tu t'es construit une belle vie, sans nous. La reconnaissance, et la tristesse dans sa voix étaient sincères. À la fin du déjeuner, nous avons convenu que rien ne serait jamais plus comme avant. Alors qu'il me disait au revoir, il m'a serré dans ses bras avec une sincérité que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'espère qu'un jour, nous pourrons à nouveau faire partie de ta vie, mais selon des conditions différentes. Cet échange a semblé déclencher une dernière vague de tension familiale. Après avoir appris l'existence de notre déjeuner, ma mère a entamé une nouvelle série d'attaques émotionnelles. Elle informe les membres de la famille que j'ai besoin d'une intervention parce que, selon elle, je traverse une crise. De son côté, Kate multiplie les remarques passives-agressives sur les sœurs égoïstes et les familles brisées sur les réseaux sociaux, se sentant trahie par le fait que notre père approuve désormais mes choix. La différence, c'est que rien de tout cela ne m'affecte plus comme avant. Ma nouvelle vie m'a donné une perspective que je n'avais jamais eue auparavant. Je réalise que leurs actions ne sont rien de plus qu'une tentative pour maintenir leur emprise sur quelqu'un qui a enfin trouvé sa liberté. Mon nouvel appartement commence vraiment à ressembler à un chez moi. Mes essais de poterie et des photos de ma famille choisie, des amis qui valorisent mon indépendance et respectent mes limites ornent maintenant les murs. Au travail, j'ai commencé à former des collègues moins expérimentés, mettant fin au cycle toxique du soutien inégal qui m'avait piégé pendant si longtemps. Le plus grand changement a été dans ma relation avec le temps. Je passe désormais mes week-ends comme je le souhaite. J'ai commencé à apprendre l'espagnol, à rejoindre un groupe de randonnée locale et même à sortir avec quelqu'un qui respecte et valorise mes limites. Pour la première fois, je construis une vie qui est fidèle à qui je suis, et non à ce que ma famille attend de moi. Dimanche dernier, les jumeaux m'ont envoyé une carte faite maison, visiblement écrite sous surveillance. Elle était remplie de phrases maladroites sur à quel point leur tante leur manquait. Avant, cela m'aurait plongé dans une spirale de doute et de culpabilité. Mais cette fois, j'ai répondu par une lettre tendre mais ferme, expliquant que, même si je ne suis peut-être plus aussi impliquée dans leur vie quotidienne, mon amour pour eux n'a pas changé. Et parfois, les adultes doivent apprendre à s'occuper d'eux-mêmes. D'après ma thérapeute, je manifeste ce qu'elle appelle une croissance post-traumatique, non seulement dépasser le passé, mais créer quelque chose de plus fort et plus sain à sa place. Elle m'a aidé à comprendre que je ne suis pas responsable de résoudre les dysfonctionnements de ma famille. Hier, un nouvel événement s'est produit. Jacques, le mari de Kate, m'a contacté pour m'expliquer que ma position avait entraîné des changements chez eux, non pas pour me blâmer, mais simplement pour m'en informer. Ils ont finalement embauché une aide à temps partiel pour s'occuper des jumeaux, et Jacques est devenu un père plus impliqué. Jacques pense que c'est mieux pour tout le monde, mais Kate a du mal à s'y faire. En ce moment, je suis assise dans mon bureau à domicile, en train de préparer un voyage d'affaires prévu pour la semaine prochaine, quelque chose que je n'aurais jamais pu envisager dans ma vie d'avant. Derrière mon bureau, un cadre orne le mur avec une citation qui résonne particulièrement avec mon parcours. Parfois, l'acte le plus courageux que l'on puisse accomplir est de se libérer. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont suivi mon histoire. Vous m'avez donné la confiance nécessaire pour prendre mes propres décisions.
Si vous vous demandez si les personnes dans des situations similaires sont égoïstes de vouloir vivre leur propre vie, sachez que ce n'est pas le cas. Être libre n'est pas de l'égoïsme. Prendre soin de soi n'est pas de la méchanceté. Poser des limites n'est pas une trahison. Je n'ai aucune idée de l'évolution future de ma relation avec ma famille. Peut-être qu'un jour, nous trouverons un autre type de lien, un lien basé sur le respect mutuel plutôt que sur le devoir. En attendant, je me concentre sur la vie que je suis en train de construire, mes amitiés, mes passions, ma carrière, et surtout, mon estime de moi. Ceci n'est pas simplement une conclusion. C'est juste le début. Pour la première fois de ma vie, j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Merci de m'avoir écouté. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ces histoires vraies et bouleversantes qui se déroulent autour de vous.